c'est un moment qui est réservé donc à la promotion qui a fait des travaux. Donc je vais demander aux deux représenttantes du groupe de venir et donc de présenter leurs travaux. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc nous vous présentons la synthèse des travaux du deuxième semestre de notre formation qui avait en fait pour objet d'étudier la publication 2021 du FIR qui a fait un rapport sur sa deuxième campagne de questions au CAC 40. En deux mots, qu'est-ce que le FIR? Le FIR, c'est le Forum pour l'investissement responsable et qui en fait est une association par les parties prenantes, une association multi-parties prenantes et qui a pour objet de promouvoir et de développer l'investissement responsable et les meilleures pratiques. Il regroupe des investisseurs, des fonds d'asset management, des ONG, des syndicats, des universitaires. Donc c'est très complet. Et un de ces thèmes de travail, c'est sur le dialogue et l'engagement. Et donc dans le cadre du dialogue et l'engagement, l'an dernier, ils ont lancé cette campagne de questions et de réponses. Et nous avons étudié celle de cette année, donc aux entreprises du CAC 40, avec 4 thèmes en fil conducteur dans le cadre du devoir de vigilance. Vigilance et écologie, vigilance et droits humains, questions sociales et éthique des affaires. Nous nous sommes répartis en 4 groupes qui avons travaillé sur ces 4 thèmes. Donc effectivement, nous avons travaillé sur ces 4 thèmes qui sont composés de 13 questions en fait sur différents sujets. Donc 13 questions que nous avons analysées de façon fine, basées sur les réponses faites par les différentes entités du CAC 40, mais également par des documents externes quand ceux-ci étaient disponibles. Nous avons également proposé, parce qu'en fait les questions donc, étaient soit identiques à celles de l'année dernière, soit des nouvelles questions. Nous avons proposé des évolutions aussi dans ces questions en s'interrogeant sur quelle était la pertinence ou comment on aurait pu améliorer ces questions par rapport à l'objectif à atteindre. Donc ça c'est un premier travail qui a donné lieu à pas mal d'échanges puisqu'en fait ça représente un certain volume d'informations à traiter. L'objectif est de rendre un premier document qui sera remis au FIR, donnant cette analyse, cette synthèse. Et puis l'objectif c'est de continuer la discussion avec cette organisation de manière à espérer impacter ce travail qui est intéressant dans le cadre de la RSE. Voilà, donc c'est quelque chose qui sera fait dans la continuité et qui sera continué avec les membres qui souhaiteront le faire et puis Viviane qui pilotera ceci. Donc dans la restitution en fait on va fonctionner, donc comme on a travaillé par groupe, chaque groupe va venir présenter le résultat de son travail. Donc groupe 1, donc c'est vigilance et écologie. Donc jusqu'à maintenant la réalité de la RSE dans les entreprises s'est focalisée plus sur la dimension S, du social évoluant plus vers le sociétal. La dimension E était bien souvent sourdine ou alors limitée à l'angle de la transition énergétique. Mais avec la loi Pacte, la création du HCC, et d'autres initiatives donc, telles qu'Impact Climat, le laboratoire Capital Nature ou Act for Nature, et tant d'autres, ou encore, je dirais l'arrivée de nouvelles normes, notamment les normes donc, sur les émissions de gaz à effet de serre, de bilan carbone, accompagnées par d'éventuellement taxes, pénalités et sanctions possibles. Les entreprises doivent passer maintenant donc, à l'action et rendre des comptes. Nous sommes encore bien loin d'avoir des engagements forts et concrets pour toutes les entreprises. Et aujourd'hui, certains profitent encore pour promouvoir leur réputation, ou d'autres sont bien plus engagés et peuvent tirer les retardataires justement vers de meilleurs comportements vis-à-vis de la nature. Les questions du FIR permettent ici de voir où en sont nos entreprises du CAC 40 par rapport à leurs
devoir de vigilance et écologie. Alors, les questions qui sont posées sont bâties sur 3 thèmes. Donc, l'un, c'est le CAPEX, la biodiversité et les ressources naturelles, et notamment les stratégies et sécurisation de l'approvisionnement. Sur les 3 thèmes, un seul thème qui en reste encore un peu, je dirais, immature, c'est la biodiversité. Je vais passer donc, le micro à Pascal qui va vous présenter donc, nos 3 tops et nos 3 flops. Donc bonsoir à tous et toutes. Donc au niveau des meilleurs élèves de la classe, donc, alors à l'unanimité vraiment le groupe Hermès International qui a présenté une stratégie très claire, un plan d'action très clair et des CAPEX par exemple très bien spécifiés qui tendent à prouver vraiment qu'ils sont en face d'une démarche concrète et intégrée dans le fonctionnement de leur entreprise. Ensuite, une société donc, industrielle, en B2C, donc B2B, B2C, donc Schneider Electric. Donc ça c'est, on va dire, en cohérence avec les résultats du FIR 2020, dont ils étaient sortis en premier de la classe, carrément. Donc là, on voit vraiment que c'est le résultat d'un travail chez Schneider mené depuis plusieurs années. Alors, on avait quelques discussions dans l'équipe parce que certains d'entre nous qui connaissent Schneider dans leur vie professionnelle n'avaient pas forcément la même vision de cet industriel. Une troisième société, donc comme Hermès, une société dans le domaine du luxe, donc le groupe Kering, qui effectivement nous a impressionnés dans ses réponses au niveau aussi bien des CAPEX que de la biodiversité et de la préservation des ressources. Voilà, donc ça on était vraiment en phase sur ces 3 acteurs. Les mauvais, les derniers de la classe, ceux qui restent près du radiateur en tout cas. Alors là aussi, unanimité pour le groupe Alstom, en phase avec ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait l'an dernier, puisque déjà en 2020, ils ne se sentaient pas concernés par le sujet environnemental. Bon, bah, cette année, ils communiquent rien, donc c'est pas bon. Visiblement, ils ne se sentent pas, je ne sais pas si c'est par l'environnement qu'ils ne se sentent pas motivés, par le fait de répondre aux FIR, mais voilà, donc image très négative. Ensuite, la Société Générale, donc société de services financiers. Là, c'est vrai qu'on a des sociétés qui ont vraiment bien répondu, qui disent qu'effectivement, les CAPEX, c'est pas par exemple trop leur sujet, mais qui proposent d'autres axes d'études pour identifier justement leur avancée dans le domaine de l'écologie. Et pour le coup, Société Générale ne sort pas du lot ou sort du lot de la mauvaise façon. Et ensuite, alors là aussi, c'était ex aequo, peut-être qu'il y en a un qui est moins pire que l'autre. Donc Renault, Stellantis. Donc aussi bien au niveau de leurs émissions directes, par exemple pour le carbone, tout ce qui est scope 1, scope 2, que pour la partie scope 3 où ils communiquent un peu plus sur la voiture électrique, mais ça reste quand même très moyen. Donc nous, on les a identifiés comme les mauvais de la classe, donc vraiment les pratiques à fuir. On va vous donner donc nos réflexions, nos étonnements donc, sur ces réponses-là. Le premier étonnement aux remarques qu'on a fait, c'était que les réponses d'une année, donc ce sont que 2 années aujourd'hui, ne donnent qu'une image pour l'instant qui n'est pas encore très mesurable, alors que derrière ces réponses, ce sont des engagements, donc et on voudrait bien voir donc, une dynamique du changement qui est aujourd'hui essentielle pour évaluer donc, la pérennité de l'engagement de ces entreprises. La deuxième remarque, donc, on ne connaît pas aujourd'hui les profils des individus qui ont répondu. Donc aujourd'hui, on se dit que ces réponses sont vraiment pas du tout homogènes, donc d'un secteur à l'autre. Et je pense que l'affectation, l'assignation, le rôle des personnes qui répondent aujourd'hui n'est pas clair. Est-ce que c'est sous la direction des ressources humaines, juridiques ou la finance, ou simplement peut-être déjà des experts dans le domaine, je dirais, de la biodiversité, de l'environnement. L'autre suggestion qu'on voudrait faire, c'est également donc, une proposition de segmentation, puisque nos entreprises du CAC 40 sont incomparables
dans le sens où, en effet, les leviers aujourd'hui, je dirais donc direct ou indirect, diffèrent considérablement donc, et le degré de matérialité d'un secteur à l'autre. Si on parle d'industrie ou du luxe, c'est très difficile. Enfin, donc, et le dernier, donc, il faudrait qu'on puisse restructurer donc, le questionnaire de manière à pouvoir classer les sociétés entre ceux qui sont moteurs ou serveurs, scope 1 et 2, oui, excuse-moi. Donc scope 1 et 2 ou scope 3, est-ce que c'est une approche standalone ou plus collaborative donc avec l'écosystème? Et bien sûr, je dirais, quelle est la stratégie ou le KPI, ainsi que je dirais, la gouvernance qu'il y aurait donc, derrière chacune de ces entreprises. Alors, on va passer maintenant donc, sur le deuxième thème. Je passe la parole à Cindy. Merci Chantal. Donc je représente ici le deuxième thème, le deuxième groupe, excuse-moi, qui avait pour sujet vigilance et droits humains. Donc nous avons analysé deux thématiques principales, à savoir la notion de salaire décent. Existe-t-il une définition du salaire décent? Et le deuxième thème portait sur le soutien qui a été apporté par les entreprises analysées à leurs fournisseurs pendant la crise sanitaire. Donc je reviens sur le premier thème, donc le salaire décent. Nous nous sommes rendus compte à l'analyse des sociétés et de leurs réponses surtout qu'il n'y a pas en fait de définition du salaire décent qui soit communément partagée. En effet, certaines s'appuient sur la définition du Global Living Wage Coalition, notamment Téléperformance et Kering. D'autres comme L'Oréal, qui n'a pas non plus émis de définition, travaillent et démarrent justement un travail avec le Fair Wage Network. Quant à Stellantis, cette société s'appuie sur la définition proposée par l'ONU. Seule, finalement, Schneider sort un petit peu du lot en proposant une définition qu'elle applique. En l'occurrence, elle estime que le salaire décent se rapproche de la notion de salaire de subsistance, et c'est ce qu'elle applique partout dans le monde pour l'ensemble de ses salariés, en mettant en avant un principe d'exemplarité, parce qu'elle a pour objectif d'engager dans sa chaîne de fourniture, dans son sillage. Nous avons constaté toujours pour Schneider que conformément à sa politique en matière de droits humains et à ses principes de responsabilité, elle estime que l'obtention d'un salaire décent est un droit humain fondamental. Enfin, Schneider Electric s'engage à verser à ses collaborateurs les moins bien rémunérés au minimum le salaire de subsistance. Ce salaire de subsistance, de fait, permet à ses salariés de répondre aux besoins élémentaires de leur famille. Alors, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un besoin élémentaire finalement? En l'occurrence, le groupe entend par besoin élémentaire la nourriture, le logement, l'hygiène, l'éducation, la santé. Nous avons tiré un certain nombre de conclusions, à savoir que finalement, et vous l'aurez compris, la notion de salaire décent est extrêmement floue. Dès lors, pour nous, cela met en lumière des difficultés de comparaison. En effet, il y a des disparités en fonction de l'activité. Encore une fois, on est sur toutes les entreprises du CAC 40, comme vous le savez, c'est extrêmement vaste. Des disparités également en matière de périmètre géographique, en matière de périmètre quant à l'écosystème. Est-ce qu'on inclut également les salariés des fournisseurs? Nous avons constaté par exemple que Michelin inclut et évoque le salaire des salariés de ses fournisseurs. De façon incidente, on peut se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas tenir compte également des périphériques au salaire, protection sociale, mutuelle et, in fine, tout ce qui a rapport avec la qualité de vie au travail. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Téléperformance. Enfin, on peut s'interroger sur le turnover, sur le chômage, qui peut aussi avoir une influence sur à la fois l'employabilité des salariés en question et évidemment sur le salaire décent. S'agissant du deuxième thème, donc le soutien des fournisseurs pendant la crise, évidemment l'écosystème économique a été, ou en tout cas ça a été la volonté des sociétés en question, le but était de préserver cet écosystème. Donc de façon générale, dans un premier temps,
un focus a été mis sur l'évaluation des process de paiement. C'est notamment ce qu'ont pu faire la BNP et Thales. Mais il y a quand même certains qui on a mis la lanterne rouge, et c'est notamment le cas d'Unibail, qui carrément a mis en avant l'optimisation des coûts associés à ces services. Donc en gros, on s'est dit, les fournisseurs n'ont rien à faire. Enfin, d'autres, comme les sociétés du secteur du luxe ou encore Total, ont raccourci les délais de paiement au profit évidemment des fournisseurs afin de leur permettre de passer le cap, et ainsi ont eu un suivi vigilant de l'impact financier de la crise chez ces fournisseurs. De la même façon, Vivendi a soutenu l'écosystème en attribuant des aides aux fournisseurs. Je passe la main à la troisième personne. Merci pour votre écoute. Donc pour le groupe 3, nous avions à traiter l'aspect social des droits sociaux et de mixité, donc plus sur la partie S du RSE, avec 4 questions qui étaient assez diversifiées. Donc l'une sur le télétravail et la réaction vis-à-vis de la crise de la Covid, tout ce qui est aspect mixité dans les entreprises, également une question autour de l'épargne salariale et de la manière dont elle était organisée vis-à-vis des investissements à responsabilité. Et puis une dernière question sur la part de la rémunération et la manière dont la rémunération était impactée par les critères de RSE au sein des groupes. Donc en fait, sur ces 4 questions, 3 étaient déjà présentes dans le questionnaire de 2020 et on en a vu une apparaître autour du télétravail suite à la crise sanitaire et au contexte. On considère qu'il est important de conserver ces 4 questions pour l'avenir parce que ça permettra de comprendre évidemment les actions qui seront menées dans le long terme et surtout le télétravail intègre pleinement en fait les critères de RSE dans l'équilibre professionnel et personnel. Donc sur les questions, moi je vais traiter 2 premières questions qui étaient la première autour du télétravail. Parce que comme je le disais, c'est une question qui est apparue. Donc en fait sur cette question, on constate que les 40 entreprises ont répondu à ce sujet, soit en complétant un plan, un accord de télétravail qui était déjà en place et en le renforçant, soit en créant un, bien sûr, devant l'obligation de la situation. Ce qui a été fortement développé, c'est tout ce qui est enquête psychosociale, notamment due à la crise et à l'unicité de la situation. Beaucoup également d'actions autour du soutien des collaborateurs, mais ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a une absence de chiffres en fait. Aujourd'hui, c'est plus des critères de moyens et pas encore de résultats. Je pense que c'est l'année prochaine qu'on aura des dimensions plus chiffrées, donc ça sera intéressant de conserver cette question. Donc là aussi, on a fait le travail de répartir entre les bons élèves et les moins bons élèves. Donc ceux qui étaient pour nous les plus pertinents, on retrouve le groupe Schneider Electric qui a développé un accord qui était déjà en place et qui l'a renforcé. Le Crédit Agricole, avec beaucoup d'éléments concrets par rapport aux questions posées. Et le Grand, qui là aussi a un accord très vaste qui intègre des soutiens psychologiques, de la formation, du remboursement des frais, beaucoup d'actions qui ont été prises rapidement. Les 3 moins bons dans cette approche sont L'Oréal, Danone et Air Liquide, pour lesquels les réponses sont assez vagues et peu détaillées. Et donc, on attend de voir si l'évolution sera faite l'année prochaine. Voilà pour cette question. Sur la partie maintenant intéressement, donc en fait, le FIR questionnait sur quels étaient les critères environnementaux et sociaux pris en compte dans les intéressements des dirigeants ou des collaborateurs. Donc en fait, nous constatons que les entreprises qui avaient répondu en 2020 répondent de la même manière à cette question. Et sinon, les autres ont répondu de façon plus détaillée que l'année dernière, parce que souvent elles n'avaient pas fait de réponse,
n'est pas forcément très en détail. Donc sur ces questions-là, en fait, se posent différentes questions, notamment on constate dans les réponses que la question est posée au niveau du groupe, alors que souvent les actions sont menées au niveau des filiales, donc, ce qui ne permettait pas forcément un niveau de réponse très détaillé. Et puis, autre point, c'est que le seul élément de rémunération qui est pris en compte, c'est l'intéressement. Or, en réalité, dans les rémunérations, il peut y avoir d'autres critères d'évaluation qui ne sont pas mentionnés dans ce questionnement et donc qui ne sont pas adressés par les réponses des différents groupes. Et ce qui pourrait être intéressant d'élargir la question sur ce sujet. Donc le classement qu'on a fait, on a plutôt mis dans les 3 best practices chez Capgemini, Air Liquide et Hermès, qui avaient déjà bien répondu l'année passée. Et les 3 entreprises que l'on a mis au fond du classement sont Atos, ArcelorMittal et Téléperformance, qui là aussi ont des réponses très vagues et très peu précises, très peu détaillées. Donc si la reformulation a lieu, peut-être on pourrait avoir une réponse différente. Bonsoir. Donc, la question suivante est un petit peu en continuité de la question que Caroline vient de traiter et traite de l'épargne salariale. Donc, le FIR a questionné les entreprises du CAC 40 pour savoir si ces entreprises proposaient à leurs salariés des investissements en fonds responsables sur la base du RSE. De la même manière que pour la question précédente, on voit que beaucoup d'entreprises ont répondu en 2021 comme en 2020. Il y a quand même certaines qui sont positivement, qui par défaut proposent un investissement dans les fonds du groupe qui sont ESG, labellisés ou non. On pense notamment à Carrefour et à Total. Carrefour a un fonds labellisé et on propose par défaut à tous ses salariés de mettre leur épargne salariale dans ce fonds. Le fonds Total n'est pas labellisé, mais de la même façon est un investissement responsable. Il y en a d'autres qui proposent un éventail de fonds labellisés ISR, notamment la société Safran. Il y a également des entreprises qui ne proposent aucun fonds à investissement responsable ou des fonds qui sont uniquement sur la partie intéressement ou rémunération variable des dirigeants. C'est notamment les entreprises Dassault Systèmes et EssilorLuxottica. Ou sinon, il n'y a absolument pas de possibilité pour les salariés d'investir dans des fonds responsables. C'est le cas notamment pour Engie. Nous avons donc de manière générale vu que les entreprises du CAC 40 savent désormais qu'il est important de proposer à leur masse salariale un investissement responsable pour leur épargne salariale. Néanmoins, il n'est pas donné aujourd'hui l'accès aux salariés, au moins s'il n'a pas été écrit en réponse du questionnement du FIR, à une formation ou au moins une information des salariés qu'une telle possibilité d'investissement responsable est disponible donc pour l'investissement de l'épargne salariale. Il en va de même pour l'épargne retraite, qui était également traitée dans la question. La dernière question traitée dans ce thème est sur un constat d'évolution des réponses entre 2020 et 2021 pour le critère qui est la mixité et l'évolution homme-femme. Les sociétés, donc les réponses étaient quasiment les mêmes entre 2020 et 2021, mais on a une vraie évolution de la part des répondants sur ces deux années. Les sociétés comme Schneider Electric, Hermès et Dassault ont apporté des réponses très détaillées à ce questionnement du FIR, avec des objectifs clairs et un résultat sur le fait si ces objectifs étaient atteints ou pas. Donc j'étais plutôt contente de ce constat.
En revanche, il y a un progrès nécessaire pour la part des entreprises comme Unibail, Publicis et la Société Générale, qui ne donnent absolument pas de détails sur ni la mixité, ni la promotion pour la mixité et l'égalité entre hommes et femmes est un vrai sujet qui rentre dans toutes les politiques RSE. L'État français joue un rôle moteur sur ces sujets-là, notamment avec la loi Copé-Zimmermann il y a quelques années qui impose 40% de femmes dans les conseils d'administration, qui a créé ce beau certificat. Et la loi Rexin qui a été votée très récemment, qui a été qui est en cours de vote sur la mixité donc dans les comités de direction des entreprises. Bonsoir, je parle au nom d'Agnès Liard, de Caroline Charqui, de Fatih Toko, de Florence Fouquet et de Valérie Bévalo. Alors, nous avions pour tâche de nous pencher sur la question de l'éthique. Et ce n'est pas une question simple. Elle est adressée par le FIR via 4 thématiques. La première, c'est la transparence fiscale, le ratio d'équité, les actions de lobbying et les relations avec les partenaires sociaux. Alors, quand on parle d'éthique, il y a peut-être 5 constats qu'on peut faire au départ. Le premier, c'est que ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise. Le deuxième, c'est que, évidemment, l'éthique, elle dépend du secteur. Elle n'est pas la même dans le secteur bancaire, dans les assurances ou dans l'aérospatial. La troisième chose, c'est que l'éthique, elle génère des risques financiers et réputationnels pour la société. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que l'éthique, elle doit être intégrée dans la stratégie avec une mise en œuvre opérationnelle et qu'elle est de la responsabilité du conseil d'administration. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on analyse les réponses aux questions du FIR et qu'on regarde le rapport intégré, quel jugement peut-on porter sur la manière dont l'éthique est adressée par les sociétés du CAC 40 ? La première chose, c'est que les réponses, le niveau de détail aux questions du FIR est extrêmement hétérogène. Entre des sociétés comme ArcelorMittal, qui ont répondu de manière assez laconique « je ne comprends pas la question » ou « cela ne s'adresse pas à moi », ou des sociétés comme Total Energy qui vont donner un document de 10 pages pour répondre à une question. La deuxième chose, c'est que les réponses aux questions et les informations dans les rapports intégrés sont généralement très générales et assez peu précises. Je prendrai un exemple, les critères d'équité. Il y a beaucoup d'informations sur la manière dont c'est appréhendé par les sociétés, mais assez peu de chiffres. Le troisième point, c'est de dire que dans les rapports intégrés, quand on cherche à se faire une opinion sur la manière dont l'éthique est adressée par les sociétés, on va généralement trouver une information sur une charte d'éthique ou une charte de conduite. Mais en revanche, si on cherche à avoir une idée de la transparence fiscale, c'est beaucoup plus compliqué. Et assez souvent, nous est venue en tête une phrase, c'est chercher l'aiguille dans une botte de foin. Et donc, on voit bien que sur cette base-là, les travaux que peuvent mener des ONG pour remonter des cas suspects ou les travaux du FIR ont une vraie valeur ajoutée. Mais comment cette valeur ajoutée pourrait-elle être augmentée? Et les recommandations qu'on souhaiterait faire, ou les suggestions, elles sont de 3 ordres. La première, en se mettant dans la posture d'une future administratrice,
on s'est dit, ben, nous, si nous étions administratrices, une question qu'on aimerait voir adressée, c'est comment cette charte de conduite est-elle implémentée opérationnellement? Qui en a le contrôle? Et est-ce qu'il existe des auditeurs, une équipe qui est chargée de vérifier qu'elle est correctement mise en application? Est-ce que c'est reporté pour cette administration? La deuxième chose, c'est que, en fait, dans un monde où l'information est continue, où l'information, elle ne vient pas que de la société, mais elle peut venir des ONG, on se dit que la mise en place d'outils d'intelligence artificielle qui pourraient aller traquer non seulement sur le site corporate, mais plus généralement sur l'ensemble des sites, une information permettant de mettre en relief une mauvaise pratique serait utile. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que quand on regarde les réponses qu'ont apportées les sociétés du CAC 40 aux questions du FIR, elles sont généralement difficilement comparables. Et donc d'avoir une approche un peu sous forme de QCM permettant de comparer les pratiques pourrait être un axe de réflexion. Alors, en conclusion, si on demande au groupe de nommer un top et un flop sur la question de l'éthique, on aura du mal à répondre. À la fois sur la base des rapports intégrés et puis sur la base des réponses FIR. Et il nous est venu une question pour ouvrir le débat en conclusion, qui est de dire, mais finalement, est-ce que l'éthique doit être un thème de communication pour les sociétés, ou bien est-ce que ce n'est pas tout simplement la pierre angulaire de l'ESG, et cela doit simplement être sous-jacent à tous les thèmes de communication ESG. Merci. Je crois que vous pouvez vous appeler très fort, parce que je pense que... Beaucoup de travail avec un joli résultat. Comme quoi, de ce que j'entends, la promotion et la formation ne s'arrête pas ce soir, puisque ça va continuer après aujourd'hui. Je ferai juste une remarque très générale, c'est que quand je vous ai entendu présenter tous vos résultats et nommer les sociétés qui étaient dans les flops et en tête de gondole, je me dis comme quoi, en fait, toutes ces questions-là, en fait, c'est pas une question de secteur d'activité, de taille d'entreprise. Si on avait besoin effectivement de ça, c'est que, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du sens, c'est de la volonté, c'est de l'engagement, et c'est de dire on y va. Et si on y va sur ces sujets-là, si on se donne la peine de faire les choses et d'avancer, en fait, on arrivera à transformer l'entreprise. Alors, très en retard sur le programme, j'en suis très coupable aussi. Est-ce que vous avez une phrase, peut-être chacun de vous, de réaction à faire par rapport à ce qui vous a été présenté? J'ai une réaction parce qu'il y avait les grands prix de la transparence par Labrador au mois de septembre et les résultats concordent. Donc les sociétés qui étaient nommées sur ces grands prix correspondent aux sociétés que vous avez nommées. Et pour donner un exemple de Schneider, par exemple, ils ont nommé un directeur de la citoyenneté. Et ça veut dire beaucoup par rapport à tout ce qui est RSE et tous les sujets que vous avez évoqués. Donc bravo pour les travaux et les conclusions que vous avez présentées. Je trouve que c'est prometteur et que c'est encourageant. On voit qu'il y a encore du chemin. Et puis, je trouve que ça devrait, le travail que vous avez fait, devrait pouvoir être largement communiqué, je trouve. Parce que c'est intéressant. Et, un livre. Oui, je ne sais pas s'il ne faut pas en faire. Enfin, je ne sais pas si vous avez prévu d'en faire une communication en forme de livre blanc, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir partager ces informations. Alors, ça ne va pas vous étonner. Viviane aimerait en faire une publication. Ah, c'est bien. Ça aidera justement à la dynamique, puisque on sait bien, là on voit les bons élèves. J'aime bien aimer, moi, les bons élèves
les élèves à côté du radiateur. Ça stimule toujours les entreprises, ce genre de choses, elles ne viennent pas être Straight to the point. pointées du doigt. Merci.